Dominique Ambiel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Dominique, bienvenue. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors Dominique, vous êtes né le 6 juin 1954 à Paris. Quand vous étiez gosse, vous rêviez de faire du cinéma, de la radio, de la télévision, de la chanson. Mais vous commencez par être gaulliste à Asnières à l'âge de 15 ans. Que s'est-il passé? Ben écoutez, à l'époque, j'étais très marqué par le fait que ma maman, qui avait 20 ans au moment de la guerre, avait perdu, fusillé à la cascade du Bois de Boulogne, ses plus chers amis, 5 de ses compagnons. Et 24 ans après, alors que en 1944, des jeunes mouraient pour leur patrie, les événements de mai 68 m'avaient heurté. Je trouvais qu'au fond, c'était un peu une révolution pour rien. C'était presque des états d'humeur. Et je me suis dit à ce moment-là, certainement il y a des choses, il y a des aspirations, mais est-ce que ça justifie tout ça? Ouais. Et à ce moment-là, je suis devenu gaulliste. Alors à 20 ans, vous êtes professeur de lettres au collège Sainte-Croix de Neuilly. C'est pas des lycées faciles non plus. Hein. Non, c'est un collège de banlieue. Ouais. Vie difficile, Dominique. Oui. Parallèlement, donc, vous continuez votre engagement en politique. Vous faites partie des jeunes giscardiens. Pardon, mais c'est pas antinomique, jeune et giscardien, il n'y a pas comme une... C'est la question que Michel Rocard, à l'époque, m'a posée. Il m'a dit, comment peut-on être jeune, giscardien, et faire de la politique autrement? Ouais. Eh bien, on a essayé. Et qu'est-ce qu'il a fait, Giscard, quand même? Il a baissé la majorité à 18 ans. Ouais. Ouais. Il a libéralisé l'avortement. Il a fait la loi sur le divorce. Je vous rappelle quand même qu'à 25 ans dans ce pays, on ne pouvait pas divorcer sauf pour faute grave. Personne ne s'en souvient de ça. Si, on s'en rappelle. Il a donné la sécurité sociale aux artistes. Ouais. Voilà, donc il a fait de la politique autrement. Ouais. Voilà. Il a monté une petite bijouterie, pas mal. Mais la valeur n'était pas terrible. Hein. Juste pour finir, on s'est bien fait chier avec lui quand même. Moi, j'étais adolescent sous Giscard. C'était pas drôle? Quel ennui, c'était au-delà de ça. Bah, c'est parce qu'il fallait venir aux jeunes giscardiens, Laurent. Ah oui, je C'était comprends pas assez bien drôle. compris. Les campus d'été étaient sympas. Ah bon? Ensuite, vous quittez l'enseignement pour ne plus faire que de la politique. Et vous n'abandonnez pas la politique quand vous devenez directeur du développement du société Expand, groupe de télévision, qui devient rapidement le premier fournisseur des chaînes françaises. Vous partez de ce groupe, suite au rachat par Vivendi via Canal, pour devenir conseiller du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, conseiller pour la communication. Et puis, dans la nuit du 19 au 20 avril 2004, vous êtes victime de ce que vous appelez dans votre livre une étrange affaire. On vous accuse de fréquenter une jeune prostituée roumaine, ce qui amène votre démission. D'ailleurs, je dis d'ailleurs que Thierry Ardisson me téléphone ou m'écrit un mot tout de suite, me téléphone, me laisse un message en me disant ça pue la merde. Oui, absolument. Et effectivement, et je crois avoir démontré ça, donc je ne vais pas y revenir. Non, non, mais... Simplement, elle monte dans ma voiture, ça dure 18 secondes. Je lui demande de descendre au feu rouge suivant, et à ce moment-là, il y a un contrôle de police qui se passe tout à fait bien, puisqu'on dit qu'il n'y a aucune infraction, qu'il n'y a absolument aucun problème, et ça devient une affaire d'État seulement 24 heures plus tard. Voilà. Donc, ceci entraîne votre démission, votre retour dans le giron de la télévision. Oui, enfin, je démissionne. J'avais décidé de reprendre mes activités de producteur de télévision le 1er juillet. Ouais. Et pour ne pas gêner Jean-Pierre Raffarin, parce que c'était naturellement pas moi la cible, Dominique Ambiel, on m'avait pas pris le pantalon baissé dans une rue de Paris. Donc, c'était pas moi la cible, c'était naturellement le Premier ministre qu'on cherchait à atteindre au travers de moi. Et donc, je me suis dit que partir tout de suite était la meilleure façon de déconnecter la cible. Et d'ailleurs, ça a duré 3 jours. 3 jours après, plus personne n'en a parlé. Absolument. Après le moment où j'étais plus avec Jean-Pierre Raffarin, plus personne n'intéressait, plus personne. Et j'ai donc pu diriger la société de production que je dirige aujourd'hui avec 6 semaines d'avance par rapport au calendrier prévu. Voilà. Alors le 24 mars 2005, vous publiez chez Plomb un livre qui s'appelle Fort Matignon, où vous donnez votre version de l'affaire, où vous racontez les coulisses, les manipulations, enfin bref, la vie à Matignon. Alors, c'est assez intéressant, vous dites Raffarin, le courage. Vous pensez que c'est vraiment le mot qui définit le mieux Jean-Pierre Raffarin? C'est le courage. Il a fait des réformes que personne ne voulait faire. Les retraites, par exemple. Michel Rocard avait dit ça, celui qui s'attaquera à la réforme des retraites, il y a de quoi faire tomber 10 gouvernements. Raffarin l'a fait, j'appelle ça le courage. Non mais Raffarin qui prenait tout le temps des décisions puis qui revenait après quelques jours plus tard sur ses décisions, c'est... Sur les retraites, il n'est pas revenu en arrière du tout. Sur l'assurance maladie, il n'est pas revenu en arrière du tout. Sur les réductions d'impôts, il n'est pas revenu en arrière du tout. Sur sa démission, je crois qu'il regrette, il va revenir. Sur la démission, mais vous savez, la vie est longue, hein. Il a 56 ans, donc il a un peu de temps devant lui. Mais non, sa démission, croyez-moi, il l'a donnée plusieurs fois au président de la République. Et je crois qu'aujourd'hui, il est très heureux de pouvoir être un homme libre. Il voulait partir déjà depuis longtemps? L'année dernière, il avait... Et quand le président dit non, tu restes, t'es obligé de rester? Mais parce que oui, il est loyal, il est fidèle, il est courageux et loyal.
Voilà. Ça me rappelle une pub pour des croquettes. Ça. Bien. Alors vous parlez, Dominique, du courage de Raffarin, des bourdes des ministres. Alors ça, vous dites qu'ils en font tous, notamment d'aller s'encanailler chez Ardisson. Eh oui, Qui encore que c'était pas chez Ardisson, je crois que le ministre de la Justice était venu chanter Tata Yo-Yo avec Annie Cordy. C'est pas chez moi. C'était chez un concurrent. Ah, vous racontez des trucs incroyables quand même. Les interventions que vous faisiez quand vous étiez à Matignon, par exemple. C'est-à-dire qu'un jour, il y a l'Express qui fait un titre Raffarin, la fin, et vous appelez en demandant qu'on change le titre. Quand Non, même. je ne demande pas que je change de titre. Je pose la question, je dis, attendez, est-ce que c'est pas bien, on est en automne 2003, je vous rappelle qu'il vient de quitter le gouvernement, on est en mai 2005, donc ils avaient un peu d'avance, Raffarin à la fin. Je dis, est-ce que vous ne croyez pas que ça serait bien quand même de poser la question simplement? Effectivement, ils ont mis un point d'interrogation, ils ont eu raison. Je pense que je leur ai rendu un grand service. Non mais ça se passe comme ça, c'est-à-dire que le conseiller en communication du Premier ministre le conseiller en appelle les communication- propriétaires des journaux en disant « Dites à vos journalistes de changer le titre de leur non, journal ». pas du tout. Le conseiller en communication du Premier ministre, il fait son boulot. Ouais. Quand, par exemple, au moment de la canicule, une chaîne de télévision, qui est celle sur Ouais. laquelle nous sommes, diffuse des images du Premier ministre en bras de chemise dans les alpages, avec des petites fiches à la main en disant « Tenez, j'ai les numéros de portable des ministres » et tout, alors qu'il y a 5000 morts, 6000 morts, 7000 morts, 8000 morts, qu'est-ce qu'elle croit, Madame Michu à Romorantin? Elle croit que pendant que c'est une hécatombe de canicule, le Premier ministre est en bras de chemise dans les alpages. Or, ces images ont été tournées 10 jours avant, alors que la canicule n'a pas commencé. Ça, j'appelle ça de la malhonnêteté. Ça, Et le rôle et le job Ouais. du conseiller en communication du Premier ministre, c'est de dire ça, c'est pas Ouais. normal. Appelez l'Express, qui est un journal indépendant, qui appartient à M. Dassault, pour qu'il change le titre. Mais, et quand M. Colombani appelle le Premier ministre pour lui dire il faudrait que les 500 000 euros qu'on pourrait avoir pour éviter le krach financier au bord duquel, il faudrait que vous le débloquiez tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Enfin, le journal Le Monde, là. Oui, le journal Le Monde. C'était il y a 15 jours. Trafic d'influence. Ils font tous ça. Hein. Non, c'est pas du trafic d'influence, c'est normal. C'est-à-dire, lorsque un patron de presse est en situation de déséquilibre, il a intérêt, il a envie de sauver son journal, c'est normal. Et c'est normal, il fait feu de tout bois. Non, mais quand même, vous trouvez que c'est des méthodes, ça, d'appeler un journal indépendant? Vous trouvez ça normal, peut-être? Je sais pas. Mais je trouve normal de faire son métier. Chacun fait son métier. Ils sont pas obligés de vous écouter, c'est ce que vous allez dire. Mais bien finalement. sûr, Oui. mais c'est normal. Ils vous ont qu'on pas s'exprime. complètement écouté, ils ont mis un point d'interrogation. Mais j'ai après pas la fin. demandé qu'ils disent pas Raffarin à la fin. Ouais. J'ai dit, est-ce que vous croyez, la seule chose que j'ai Ouais. faite, c'est que j'ai appelé Rudy Roussillon, en effet, à l'époque, et je lui ai dit, est-ce que vous trouvez normal d'écrire que Raffarin, c'est fini? Ouais. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Et si dans 6 mois ou dans un an, il est toujours Premier ministre, est-ce que vous croyez qu'on donnera une interview à l'Express? Ouais. C'est tout. Ouais. C'est mon boulot, Ouais. c'est mon job de faire ça. Tu pourrais nous avoir la couverture de Télé 7 jours pour la semaine prochaine? Non? Je peux arranger ça. Alors, vous parlez de Villepin dans votre bouquin. Alors, c'est drôle parce que c'est un livre qui, évidemment, a été écrit avant que Dominique de Villepin soit Premier ministre. Vous parlez, par exemple, de l'affaire Marie-L, la fabulatrice du RER, qui a fait croire à un attentat antisémite. Vous trouvez qu'il a réagi d'une façon un peu adolescente, un peu puérile? Non, vous savez, je parle de pas mal de manipulations dans ce livre et je parle des coulisses du pouvoir. Et dans les coulisses du pouvoir, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont parfois des motivations qui sont très obscures. Je ne suis pas sûr que les rapports qui ont été donnés à Dominique de Villepin alors qu'il était ministre de l'Intérieur étaient des rapports extrêmement précis. Ah oui. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que lui-même, on ne l'ait pas conduit à faire ce communiqué très rapidement, trop rapidement, alors qu'en fait c'est une fabulatrice. Car on a su depuis, on a appris depuis, que très vite, un certain nombre de services, de police, je crois de justice aussi, se doutaient de la fabulation. Ouais. Mais on ne l'a pas dit apparemment. Donc ça n'est pas remonté jusqu'au ministre de l'Intérieur, qui naturellement, compte tenu de l'émotion soulevée, a fait le communiqué qu'il a fait. Donc, ce que vous sous-entendez là, c'est qu'on essaie de le planter, en fait. Mais ça arrive tous les jours. Oui, oui, oui. J'en raconte plein dans ce Oui, livre. plein. Bien, alors, l'interpellation de Didier Julia, aussi, vous lui reprochez à Villepin. Oui, l'interpellation de Didier Quand Julia, il est il rentre revenu il rentre du d'Irak, Moyen-Orient, à ce moment-là, des policiers se présentent et le demandent de le suivre. Bah, Didier Julia, il dit, attendez, je suis député, je suis parlementaire, Ouais. vous êtes gentils messieurs, c'est quoi? Et donc, il les envoie promener. Et voilà, c'est tout. Et puis aussi une attitude très anti-américaine chez Villepin. Ah, mais ça, c'est sûr que Dominique de Villepin a un côté gaullien, un côté résistant, un côté la France d'abord. Bon, et d'ailleurs, ça a été très important au moment de la guerre en Irak. Ouais.
Alors, ce qui est sûr, c'est que tous les jours, on travaille avec les Américains. Et qu'aujourd'hui, à Washington, les réactions à la nomination de Dominique de Villepin ne sont pas forcément enthousiastes. Mais peut-être que c'est pour ça qu'il y a Nicolas Sarkozy dans le gouvernement. Parce que ça contrebalance, parce que finalement, Nicolas Sarkozy, c'est l'ami des Américains. Ouais. Alors, vous citez une phrase de Jacques Chirac au sujet de Dominique de Villepin dans votre bouquin. C'est de toute façon, Villepin, il change d'avis toutes les 2 heures. Ben, c'est pareil que ce qu'il a dit. Il a dit ça, oui. Ouais. Mais Vous l'écririez maintenant, ça, maintenant qu'il est Premier ministre? Oui. Bien sûr, pourquoi? Attendez, pourquoi? Faut avoir peur? Non, 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 faut pas avoir peur, mais enfin, c'est pas très... Comme Chirac, c'est quand même le grand soutien de Villepin. Le fait qu'il dise ça, c'est pas énorme quand même. Jacques Chirac, il a des collaborateurs qui lui sont fidèles. Dominique de Villepin est de celui-là. Et quand on a des collaborateurs qui vous sont fidèles, on connaît leurs défauts et leurs qualités. Ouais. Je trouve ça quand même inquiétant. Il l'a nommé Premier ministre et quelqu'un dont il pense qu'il change d'avis toutes les 2 heures, c'est peut-être pas le meilleur choix, non? Ben, il y a un président de la République. Ouais. Et il y a un ministre d'État. Vous croyez que ce sera un bon Premier ministre, Villepin, sérieux? Écoutez, je pense qu'il a le panache et l'audace. Et que surtout, il a la loyauté. Vous dites l'audace quand même, excusez-moi, mais Sarko à l'intérieur, Douste Blazy aux affaires étrangères, Michel Alliot-Marie à la défense. Non, il n'y a pas d'audace, on prend les mêmes et on recommence, vous êtes d'accord? Non, il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, vous savez. Il y a des gens qui changent, quoi, oui. Des gens qui changent, oui. Il y a Fillon qui est parti, ouais. oui, mais enfin bon, c'est Oui, pas non mais plus... d'accord, mais Comme d'habitude en politique, on est en plein dans la langue de bois. Hein. Ouais. Non, mais... Non, mais c'est pas vous qui avez fait le gouvernement. Oui, Non, parce que Douste Blazy, les médecins, le fait qu'il soit à la santé, c'était pas idiot, un mec qui est médecin. Mais aux affaires étrangères... Il a été à la culture et à la communication. Ouais, oui, c'est vrai. C'est bien d'être étranger aux affaires. Ah non, Ça, vous croyez pas que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, ça? C'est-à-dire que les mecs passent d'un ministère à l'autre, ça veut dire qu'ils n'ont pas de compétences, parce que... Mais est-ce que... Moi, je pourrais pas aller animer une émission animalière sur France 3, par exemple. Si tu pourrais, Thierry. Non. Ça dépend quel horaire et quels animaux, mais je pense que tu pourrais. Je crois... Non, mais... Vous pensez pas que ça participe au désamour des Français pour la politique de voir que finalement on s'échange les ministères comme ça, que c'est pas très grave après tout? C'est le monopoly, c'est le risque. Je crois qu'il y a des compétences et je crois qu'il y a une profession en politique. Contrairement à ce qu'on dit, la politique c'est un métier. Et donc il faut savoir construire, il faut savoir faire des projets de loi, il faut savoir diriger un ministère, il faut savoir maîtriser une administration. Et c'est vrai aujourd'hui que quelqu'un comme Nicolas Sarkozy à l'intérieur, bah, il a la compétence. Oui, ça c'est sûr qu'il a la compétence. Qui lui a été acquise. Pour diriger les flics, c'est sûr qu'il a la compétence. Mais un mec qui est médecin, le mettre à la santé, c'est mieux que de le mettre aux affaires étrangères, non, je sais pas moi. Oui, mais peut-être, mais il est aussi, c'est un homme politique, c'est un homme national aujourd'hui. Philippe Douste Blazy, c'est quelqu'un qui a le sens du contact. Donc je veux dire, voilà, il sait faire ça. Alors, quand Dominique de Villepin dit sur TF1 lors de sa première allocution, en parlant de Raffarin, contre le chômage, tout n'a pas été fait. Est-ce que vous ne pensez pas que le fil de la loyauté est rompu, justement? C'est pas très sympa de dire ça. Ça veut dire que Raffarin n'a rien foutu. Mais c'est vrai que tout n'a pas été fait. C'est pas très sympa quand même. Mais bien sûr, mais rien. Enfin, tout n'est pas fait. Heureusement que tout n'est pas fait. Il y a toujours des solutions à tenter. Bah, s'il y avait des trucs à faire, pourquoi il les a pas fait Raffarin alors? D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Lorsque on oppose le modèle social, le modèle de lutte contre le chômage de Nicolas Sarkozy à celui de Dominique de Villepin, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a que sur les plateaux de télé qu'il y a des top modèles. Je veux dire, en réalité, est-ce qu'il y a un modèle qui réussit partout absolument? En Angleterre, il y a un modèle qui fait qu'il y a 5% de chômage, et en Suède, il y a un modèle qui est complètement inverse, qui fait qu'il y a 4% de chômage. Donc ça veut bien dire qu'il faut essayer toutes les solutions, les unes après les autres, les unes à côté des autres. Donc voilà, c'est tout. Bon. Tout n'a pas été fait. Ça fait quoi, 30 ans qu'on essaye des solutions là maintenant? Oui, et bien sûr, et oui, c'est vrai. Chaque nouveau gouvernement redéfinit les priorités, c'est génial. Priorité, l'emploi. Mais parce que la France est un pays qui a peur de bouger, qui a peur de changer, qui a peur du changement, c'est vrai. Parce que quand on change, on sait ce qu'on perd et on n'a pas toujours conscience de ce qu'on va gagner. Et ça, effectivement, c'est un vrai problème. C'est une espèce de statu quo. On a peur de bouger, on a peur de changer les habitudes. Sur les entreprises, par exemple, c'est ça. Quand j'entends dire que la modification du Code du travail risque d'aboutir à du chômage, c'est peut-être vrai dans certaines grosses entreprises multinationales, mais dans une PME, moi je dirige une PME, croyez-moi, l'emploi dans une PME, c'est une fierté.
Hein. Donc, sincèrement, de dire qu'en assouplissant les règles, on va provoquer du chômage, c'est probablement faux. Mais dire en même temps qu'on doit tout ouvrir toutes les vannes, c'est aussi très dangereux. Mais c'est dommage que Raffarin n'y ait pas pensé, parce que Villepin, il arrive, il dit tout n'a pas été fait. Mais Thierry, Jean-Pierre Raffarin y a pensé, parce que le plan de cohésion sociale qui a été mis en place par Jean-Louis Borloo date de maintenant près d'1 an. Jean-Louis Borloo, il a mis 5 ans à Valenciennes à pouvoir réduire le chômage, à le diviser par 3. Ça ne se fait pas en un jour. C'est pas un coup de baguette magique. D'accord. Alors, dans votre affaire là, dont on parlait tout à l'heure, dont on va pas parler toute la soirée, mais quand même, vous dites que Villepin n'a pas été étranger à cette affaire. Mais j'explique cela, je l'ai expliqué, vous le lirez dans le livre. J'ai expliqué très précisément les questions que je me pose, son directeur de cabinet qui ne me dit rien, alors que 2 heures après, je suis convoqué par les flics. Bon, il m'a expliqué tout cela. On s'est vu, on s'en est parlé. Vous l'avez cru? J'ai cru ses explications. Bon. J'ai raison ou tort, je ne sais pas. J'ai cru ses explications, et donc, voilà, l'affaire est close en ce qui me concerne. Mais c'était un coup monté. Non, je ne crois pas que c'est un coup monté. Je pense que c'est un coup exploité. Mais, en tout cas, c'est un bouquin qui donne pas envie de s'arrêter au feu rouge. Hein. Non, mais ça fait froid dans le dos quand même. Hein. Moi, maintenant, je vois un feu rouge. On peut en tirer. Alors, dans votre bouquin, vous parlez d'une conversation entre Dominique de Villepin, donc à l'époque ministre de l'Intérieur, et Edwy Plenel, qui est rédacteur en chef du journal Le Monde, au sujet de votre affaire. Vous ne savez pas si c'est Dominique de Villepin qui a appelé Edwy Plenel ou si c'est Edwy Plenel qui a appelé Dominique de Villepin? Non, je ne sais pas. Vous en avez parlé avec Dominique de Villepin? Non. Non, je n'ai pas parlé de ça avec lui. Bien. Vous allez en parler? C'est une affaire qui est passée de point. Vous l'avez soupçonné quand même à un moment, Villepin? Non, je me suis posé la question de savoir pourquoi, alors qu'il n'y a rien, que les rapports de police disent aucune infraction n'est constatée, devant l'absence d'infraction caractérisée, nous avons invité à M. Ambel à repartir après les vérifications d'usage. Je me demande pourquoi je suis convoqué 24 heures après par la police, alors que rien ne se passe. En général, ça remonte tout de suite, dans les 2 heures qui suivent, s'il y a vraiment un problème. Et que je déjeune avec son directeur de cabinet et qu'il ne me dit rien. Alors voilà, bon. Il m'a expliqué, il m'a donné l'explication. Il m'a dit en fait, quand il part pour déjeuner avec toi, il n'y a pas d'affaire. L'affaire démarre après au ministère de la Justice. Voilà. Donc, Et c'est vrai que tu as insulté les flics en disant tirez-vous, c'est moi qui vous paie. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai été relaxé d'un outrage à agent, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'il n'y avait aucun propos attentatoire à l'honneur. Parce que ça n'arrive pas que de temps en temps, certains policiers disent des choses que vous leur dites et qui ne sont pas vraies? Non, moi j'ai confiance. Non, est-ce que Dominique de Villepin, vous ne trouvez pas un peu trop ami avec Nicolas Sarkozy Thierry Ardisson. J'ai, moi, milité à l'époque pour ce qu'on appelait la guerre contre le TSS. Vous vous souvenez ce que c'était le TSS? Tout sauf Sarkozy. Tout sauf Sarkozy. Et à l'époque, Jean-Pierre Raffarin avait dit, moi je suis pour le TSD, tout sauf la division. Alors, je ne vais pas pleurer. Si le président de la République a décidé de nommer Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy côte à côte, c'est TSD, tout sauf la division. Au fond, c'est un bel hommage à Jean-Pierre Raffarin. Vous pensez que c'est un problème que Dominique de Villepin n'ait jamais été élu? Écoutez, vous savez, un homme politique, il est d'abord au service de son pays. Raymond Barre, il n'avait jamais été élu. Quand il est devenu Premier ministre. Georges Pompidou, qui est devenu... Georges Pompidou était chez Rothschild, lui. Puis président de la République, il n'avait jamais été élu. Il a été élu après. Donc, ce n'est pas un critère absolument de compétence ou de qualité. Non, c'est Sarkozy qui dit ça. C'est ce qu'on dit que Sarkozy dit. Ah non, je l'ai vu le dire. Vous l'avez vu dire à la télévision. Qui dit que Sarkozy l'a dit? Il a dit que c'était Dominique de Villepin? Non, il n'a pas dit que c'est Dominique de Villepin, mais il a dit que c'est mieux d'être élu quand on est Premier ministre. Non, il n'a pas dit ça. Ah bon? Il a dit quoi? Il a dit qu'il rendait hommage à ceux qui étaient élus par les électeurs et qui savaient le prix d'un combat électoral. Alors, on en arrive maintenant à des choses plus sérieuses, à la doctrine, parce que souvent on reproche à Jacques Chirac de ne pas avoir de doctrine. Alors aujourd'hui, en termes de doctrine, justement le chômage, Villepin, c'est le traitement, disons, social, disons, du chômage. Sarkozy, c'est le traitement libéral du chômage. C'est-à-dire, Sarkozy, il pense qu'il faut que l'économie marche bien, et mieux l'économie marchera, moins il y aura de chômage. Villepin, lui, il va nous refaire les emplois jeunes, quoi, en gros. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est ce que j'ai compris. Je ne crois pas. Dans le domaine économique comme dans le domaine social, on n'est pas sur un plateau télé, il n'y a pas de top modèle. Il n'y a pas un modèle et pas un autre. Je pense que c'est en permanence l'idée qu'il faut à la fois balancer entre l'initiative, faire en sorte que la machine ne se grippe pas, ne se bloque pas, et puis la solidarité nécessaire pour les plus fragiles. Alors Dominique de Villepin, il incarne ça. Il incarne ce côté de prudence,
de faire attention à ne pas mettre en cause la solidarité avec les plus fragiles, ce que certains ont appelé le modèle français. Ouais. Nicolas Sarkozy, il dit, de son côté, bah, est-ce que c'est le modèle français que les 35 heures, que le chômage de masse, que 10 ministres des Finances en 10 ans, que tout ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, la machine ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Ouais. Et donc, on a besoin à la fois d'appuyer sur l'accélérateur, mais en même temps de contrôler la voiture. L'immobilisme Voilà. hyperactif. Est-ce que vous ne croyez pas que, faute d'avoir une doctrine claire, on a choisi 2 mecs qui en ont une chacun, et elles sont antinomiques, et que ça ne peut pas marcher parce qu'ils vont tirer chacun dans un sens? Je crois Il a que raison, le il a fait, raison, il a je raison. crois que le fait de se mais il a raison. dire qu'on veut ressusciter les idéologies, c'est contraire à ce que les gens pensent aujourd'hui. Ouais. Les idéologies en isme, c'est fini. Le libéralisme pur contre le marxisme ou le communisme, c'est fini. Les gens ont dit que c'était fini. Et je crois qu'il faut être pragmatique. Donc Il faut aujourd'hui, ce que essayer vous dites là, toutes c'est les qu'aujourd'hui, il y a 2 idéologies, celle de Villepin, celle de Sarkozy, qui, on espère, vont cohabiter finalement. Mais non, mais il y a un pragmatisme, il y a une complémentarité. Et puis, il y a des arbitrages à faire sur les grandes questions. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'Amérique. Ouais. C'est vrai que Sarkozy, il est plutôt atlantiste, il est plutôt Ouais, très américain. atlantiste, oui. Pro-américain. Voilà. Et Villepin, c'est la France Voilà. d'abord. Alors. Et ben, qui est en charge de la politique internationale? Le président de la République. Hmm. Le président de la République, il sait trancher quand il faut trancher. Dans la guerre d'Irak, Il a tranché. il a pas pris le parti des États-Unis. Ouais. Mais sur le plan économique, très souvent, eh ben, il est en phase avec ce qui se passe en Amérique. Ouais. Voilà, c'est tout. Et c'est le président de la République qui conduit la politique internationale.